sur ces questions un petit peu, parce que c'est comme ça depuis longtemps, de bien et de mal chez les auteurs. Tu nous parles aussi, toi, de technologies blanches ou noires. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce que j'y pensais en t'écoutant, je pensais aux rayons des supermarchés, notamment électroménagers, où l'hi-fi était noir et les frigos étaient blancs, et puis il y a des frigos connectés qui sont devenus noirs. Enfin, à mon avis, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, mais en effet, il y a des technologies. Même si on était d'accord tout à l'heure sur le fait qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais il y en a quand même qui sont plus noires que d'autres. Une technologie étant un potentiel. Ce potentiel, il peut servir le marketing, il peut servir l'aliénation, il peut servir l'esclavage. Il peut aussi être émancipateur, on peut s'en emparer pour recréer un tissu collectif entre différents types de personnes qui ne se connaissaient pas. Ça peut être aussi une technologie qui crée un techno-cocon, qui nous empêche de voir l'autre monde, à la limite comme certains réseaux sociaux, etc. Les bulles filtrantes. Qui nous enferment. Voilà, les bulles de filtre, on appelle ça. Les bulles de filtre, c'est-à-dire on est enfermé dans notre propre techno-cocon. Ça, c'est une expression d'Alain Damasio, en fait, le techno-cocon. Qui fait effectivement Alain Damasio la volte-face, c'est-à-dire volte-face en ni préface ni post-face dans les imaginaires du futur. Donc, technologie blanche, technologie noire, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il existe une technologie purement blanche. Un peu comme dans Star Wars, il y aurait le mal, en quelque sorte, et le bien, et donc une technologie pure et simple, et puis une technologie qui soit totalement négative, en fait. Je pense que ça, c'est du vu de l'esprit. Bon. En revanche, toutes les technologies sont quelque part entre les deux, et il est de notre pouvoir de les rapprocher de quelque chose qui peut être plus lumineux, ou au contraire de les laisser dans quelque chose qui pourrait nous sembler plus obscur. Ça, c'est dans notre pouvoir. Elles ne seront jamais toutes blanches, toutes noires. On peut les rendre moins dépensières d'un point de vue énergétique. On peut les rendre moins surplombantes, c'est-à-dire la technologie d'une centrale nucléaire n'est pas la même que la technologie d'un ordinateur, fonctionnant par du Wi-Fi fait par les gens eux-mêmes, et ainsi de suite. Ou que, pour rester dans l'énergie, que le photovoltaïque qu'on peut mettre autour de sa maison. Il se trouve que l'énergie nucléaire, elle crée une pollution à 300, 400, 500 ans, ça met des années pour construire une centrale, et qu'il faut un système de surveillance policier, purement et simplement, pour que la centrale puisse exister. Le problème de la centrale nucléaire, il est politique, il n'est pas forcément énergétique. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la capacité de réappropriation d'une centrale nucléaire, donc sa potentialité anarchiste est quasiment nulle. Et sa potentialité terrestre est quasiment nulle aussi, puisqu'au fond, si on prend le recul dans le temps long, les déchets de l'uranium vont durer éternellement. C'est-à-dire on lègue aux générations futures dans très longtemps, à moins qu'on le voit dans l'espace, mais pauvre espace, qu'est-ce qu'il a demandé, ou tel astéroïde, peut-être que c'est ce qu'ils feront à un moment donné, de ces pollutions. Mais on voit bien au fond, finalement, qu'il va être très compliqué, et ça me semble quasiment impossible, de faire du nucléaire une technologie blanche. Et ça ne veut pas dire qu'elle est totalement noire. Elle n'est pas forcément totalement noire. Mais la technologie solaire photovoltaïque est plus proche d'une technologie blanche que d'une technologie noire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, par exemple dans les éoliennes, des batteries du lithium qui sont exploitées de manière absolument détestable dans des mines au Congo ou ailleurs. Donc ça veut dire que même cette technologie-là, qui nous semble plus propre, l'éolienne, elle n'est pas totalement blanche, ça n'existe pas. Donc on est en tension. Voilà. On retrouve cette idée-là de l'utopie, c'est que l'utopie, elle doit être lucide, et s'il se confronte au réel, elle nous met en tension. Et cette question des technologies blanches ou des technologies noires sont une métaphore nous permettant de comprendre cette tension. On peut tenter de se rapprocher vers une technologie blanche, en sachant bien qu'on n'y sera jamais. Mais l'idée de se rapprocher, c'est avec d'autres, collectivement, d'un point de vue politique, technologie qu'on peut s'approprier, et d'un point de vue énergétique, eh bien, c'est quelque chose qui est à notre portée. D'ailleurs, en aparté, le refus parfois de ces traitements de déchets créés des ZAD, et quand tu évoques Damasio, il est assez sensible à cette question de la communauté, non pas du rejet ou d'une forme de lutte pour regarder un autre futur. Et on est parti très très loin, et dans l'espace et dans le temps. Et pour revenir à des préoccupations, on arrive à la fin de cet entretien. Il y a un futur qui est intéressant, je trouve, deux futurs qui évidemment se touchent, deux sujets qui sont le travail et l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces scénarios, il y a des choses qui sont parfois très intéressantes.
on pourrait quasiment imaginer, envisager le revenu universel dans déjà des romans des années 50, hein, où l'argent, même d'ailleurs dans Star Trek, c'est assez drôle, hein, où le capitaine Picard explique que l'argent, ça n'existe plus. Maintenant, on a des valeurs humaines en plus. Hein. Alors ça, je pense qu'aujourd'hui, ça arrangerait tout à fait le gouvernement, puisqu'il y a tellement de conflits aujourd'hui qui sont autour du travail et de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on ferait si les deux disparaissaient demain? De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, l'utopie, ça n'existe pas en fait. Donc c'est quelque chose qui peut nous aider à transformer, à bifurquer. Donc je crois que si l'argent disparaissait, si le travail disparaissait, hein, en tant que travail, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça veut pas dire qu'il n'y aurait plus de puissance d'aliénation. Ça veut dire que celle-là serait moins forte que d'autres. Par exemple, la logique de réputation. Il y a une nouvelle de Norbert Merjanian qui s'appelle Coef 2052, qui a été dans des premiers recueils que je salue parce que je pense que c'était vraiment très, très, très important. Un recueil donc, de l'éditeur La Volte qui s'appelait Demain le travail. Hein. Donc le nom complet, c'était Demain le travail, en tout cas, le sous-titre, c'était Demain le travail. Hein. Je pourrais retrouver la référence exacte. Et c'était en 2017 qu'il est paru ce recueil. C'est un tout premier recueil d'auteurs de science-fiction comme Alain Damasio, Norbert Merjanian, Catherine Dufour, Léo Henry, Katie Stewart, des auteurs formidables. Et ils ont tous travaillé sur cette notion du travail et potentiellement de sa disparition. Donc il y avait d'ailleurs chez Alain Damasio, tout comme chez Norbert Merjanian, l'idée d'un revenu universel qui aurait été instauré. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, donc, dans l'utopie dont rêvait très zadiste Alain Damasio, il y avait cette idée de retrouver le sens du travail comme une œuvre, qui est au fond la thèse de Bernard Stiegler, qui est de dire aujourd'hui, quand les gens parlent de travail, ils parlent d'emploi, et l'emploi, c'est plus du travail souvent, c'est quelque chose qui est sans aucune dimension, on va dire, créative et d'enrichissement personnel et de mon environnement. Le vrai travail, c'est quelque chose qui nous enrichit. Et c'est la définition d'opéra, d'œuvre, que met en scène Alain Damasio dans la nouvelle de Demain le travail, donc de ce recueil de La Volte, paru en 2017. Et pour revenir à cette question de qu'est-ce qui pourrait se passer, à mon sens, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la nouvelle d'Norbert Merjanian, qui imagine une monnaie qui, plus elle serait partagée, plus elle prendrait de la valeur. Donc à l'antithèse de la monnaie d'aujourd'hui, en fait, au contraire, plus elle est préservée et placée, plus elle prend de la valeur. Placée, y compris dans des placements risqués. Donc, il met en scène tout ça, et on voit bien en fait que potentiellement, ce qui est également ce qu'on retrouve dans d'autres textes, comme par exemple un texte de Curie-Doctorow, l'idée que dire finalement l'aliénation pourrait être celle de la course à la réputation, quoi qu'il arrive. C'est présent aussi dans les Dépossédés d'Ursula K. Le Guin. On voit que, au fond, parce que les auteurs de science-fiction, qu'est-ce qu'ils font? Contrairement aux prospectivistes ou aux publicitaires qui, eux, ont un produit à vendre, ils s'emparent de données comme le travail et ils imaginent ce qui pourrait se passer demain, en utopie ou en dystopie, au travers de l'humain et du non-humain. Et ce faisant, forcément, ils sortent des dogmes. Ils sont obligés de se poser la question des différentes formes d'aliénation, de ce qui ira avec. Donc on n'est jamais dans la pure utopie, au fond, finalement, et on n'est jamais dans la pure dystopie. Il y a des éléments plus ou moins utopiques et plus ou moins dystopiques, hein, mais au travers de l'humain, on voit que c'est ambivalent. Et on voit qu'effectivement, on pourra peut-être se débarrasser de cette plaie de l'emploi, du travail forcé, en fait. Hein. Robota, le mot robot d'ailleurs, ça vient du tchèque robota, c'est travail forcé. Donc on pourra peut-être sortir de ça, c'est peut-être une belle ambition, mais on aura d'un même élan d'autres forces d'aliénation contre lesquelles on devra potentiellement se battre. Hein, l'humain, en permanence, il doit lutter contre sa blancheur et sa noirceur. Il n'est jamais tout noir, il n'est jamais tout blanc, il n'est jamais tout négatif, jamais tout positif. Mais ce qui fait sa puissance, sa force, et ce qui le rend, à mon avis, magnifique, c'est cette capacité qu'il a à tendre vers quelque chose de l'ordre de la démocratie, de l'ordre de la justice, même s'il sait que c'est inatteignable. Et c'est ça qui est beau et plaisant, en fait. C'est de tendre vers quelque chose qui nous semble plus désirable, même si on sait que quelqu'un verra ça comme une dystopie. Et là, il y a à la fois du plaisir, mais un plaisir intellectuel, un plaisir
aussi concret, lorsqu'on fait de la permaculture, lorsqu'on manuel, hein, ce plaisir d'aller vers quelque chose qui nous semble mieux. Et si en plus on a la lucidité de savoir que ce mieux peut être quelque chose qui peut être négatif pour quelqu'un d'autre, on avance, à mon sens, de façon encore plus riche. Alors, on arrive au terme, hein, puisque tu commences la journée avec une prise de parole et tu en as une autre tout à l'heure, ailleurs et autrement. Mais on a une petite tradition ici de finir avec une question secrète, et je te l'avais dit, bienveillante. Là, tu peux regarder nos auditrices et auditeurs. Si tu avais aujourd'hui, toi, avec ces recherches de finalement regarder le passé pour envisager l'avenir, accompagner ou accompagnant tant d'autrices et d'auteurs, si tu avais un conseil à donner sur peut-être comment appréhender toutes ces heures pour mieux s'armer à regarder demain, quel serait peut-être le conseil d'auteur ou peut-être le conseil aussi de journaliste quasiment d'investigation, hein, parce que ce que tu fais c'est de l'investigation. Quel serait le conseil ou de message que tu veux faire passer aujourd'hui, ce matin? Tu as envie de dire quoi? Ce que j'aurais envie de dire, c'est que ce n'est pas parce que tout nous semble désespéré, ce n'est pas parce qu'on a le sentiment d'être en pleine dystopie qu'il ne faut pas travailler au meilleur. Et que cette lucidité, comme je le disais, est absolument essentielle, mais qu'on a le potentiel de construire une autre société. On peut se débarrasser de cette idée de croissance, on peut se débarrasser de cette idée d'emploi. Des livres de science-fiction nous le montrent de manière extraordinaire. Lorsque vous lisez Becky Chambers, Un psaume pour les recyclés sauvages, ou Apprendre si par bonheur, dans lequel il y a une logique d'exploration de planètes, d'exploration de la vie, c'est magnifique. Il n'y a pas de guerre dans ces romans-là, en fait. Donc, mais n'oublions pas la poésie, quoi. N'oublions pas le rêve, n'oublions pas les chamans que nous sommes, nous aussi, en fait. Y compris dans le pire, c'est un peu la leçon de Stalker, de Tarkovsky, c'est que les objets venus dans ces eaux extraterrestres qui sont sur Terre, ils peuvent nous détruire, ils peuvent nous construire. La crise, c'est une capacité à reconstruire. Voilà. Et c'est tellement génial de travailler à reconstruire plutôt qu'à détruire. C'est tellement agréable de se dire qu'on essaie d'aller dans ce sens-là. Même si on sait qu'on fait des erreurs, il y a des choses trappes, on croit construire et en même temps on détruit un peu. Mais c'est pas grave, c'est tellement... Donc voilà, dans le pire, n'oublions pas ce plaisir de la construction lucide, du rêve qui peut toujours et encore nous guider. Eh ben, j'aime cette fin teintée d'espoir, peut-être même un poil d'optimisme. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci à toi. Okay.